Coucou mon pompon, dis donc toi, tu reprendrais pas une petite dose supplémentaire de Buffy par hasard ? Oh bah moi, Captain Sophro, je suis jamais contre un peu de rab. Je savais que je pouvais compter sur l'insatiable nature de ton museau primordialement curieux, quoique indéniablement fluffy. Pas tout compris, mais allez-y, roulez. Ok, alors il y a longtemps, genre à l'épisode 4, je t'avais déjà parlé de la formidable série Buffy contre les vampires. Mais comme j'avais fait l'erreur de séparer l'exercice de sophro du reste de l'épisode, tu avais été tout perdu et finalement avais fort peu écouté l'analyse du personnage, ce qui est bien dommage si tu veux mon avis, parce qu'elle était chambée. Oui, je me jette des fleurs et aussi je dis chambée telle une bonne mamie. Bon, qui va faire quoi ? L'épisode 4 sera donc en description si tu m'écoutes sur YouTube, sinon c'est celui-là qui s'appelle « Ben alors Summers », etc. J'y avais centré le propos uniquement sur l'héroïne ou quasiment de la série. Or, cette fois-ci, j'ai très envie de te parler des personnages que je n'aurais pas le toupet d'appeler secondaires au vu de leur importance de premier plan, mais en tout cas de tous ces autres dont la série ne porte pas le nom et qu'on pourrait donc vite fait classer dans la catégorie des sidekicks. C'est un stéréotype de personnage auquel je me suis très peu intéressée dans ce podcast jusqu'ici. J'ai beaucoup causé des héroïnes et héros, plus ou moins manichéens, des vilains, plus ou moins complexes, mais en dehors de R2D2, qui est la meilleure personne, rappelons-le, pas grand-chose sur le personnage d'adjuvant. Pour les deux du fond, qui ont passé leur temps à démonter leur stylo 4 couleurs afin d'en prélever le mini-ressort dans l'objectif confus bien que compulsif d'en faire des merveilles d'inutilité chaotique, inquiétez pas, Tata Sophro va faire un petit rappel des notions. Un adjuvant, dans une histoire, c'est le contraire d'un opposant. Ce mot-là est plus transparent. Les opposants, ce sont celles et ceux qui font obstacle à la quête du héros/héroïne. Les adjuvants sont celles et ceux qui donnent des coups de pouce. Qui en accompagnant l'autre pour se battre à ses côtés ? Qui en lui refilant un objet magique à moitié prix ? Qui en lui patant l'épaule afin de lui redonner courage, tout en lui délivrant les clés d'une énigme mystique au détour d'un proverbe inspirationnel inscrit sur un mug probablement fabriqué par des enfants. Bref. Le terme sidekick, littéralement coup de pied de côté quand il est écrit en 2 mots, apporte une tessiture un peu plus complexe au concept de l'adjuvant. C'est vraiment celui qui se tient aux côtés d'eux. Il y a la dimension affective en plus, mais aussi la traduction de « faire valoir » en français. C'est cette dualité, moi, qui va m'intéresser aujourd'hui. Qui est-on quand on est l'ombre du héros ? Comment trouve-t-on sa voie quand on marche dans un chemin déjà tracé par l'héroïne ? Comment résiste-t-on à la pression de la comparaison constante avec l'élu ? Eh bien, il s'avère que la série Buffy propose une réflexion très intéressante à ce sujet, puisque les sidekicks vont presque toutes et tous basculer à un moment donné du côté obscur. Alors attention, je vais soigneusement éviter la thématique du méchant trouble qui se rallie à la lumière. Tu remarqueras qu'autour de Buffy, il y a comme une gravité particulière. Bon, du coup, les Angel, Spike, Anya, on adore Anya et tout le monde s'en fout quand elle meurt bravement au combat, t'as vu ? Bon, bref, j'ai déjà consacré beaucoup d'épisodes aux stéréotypes du vilain tenté par le bien, donc je les enlève. Si, ne râle pas, c'est comme ça. Il ne sera pas non plus question de Oz, le type ne devient pas un bad guy, il a toujours été loup-garou par nature et cela n'entache en rien sa personnalité d'être humain très sympa. Et logiquement, on ne parlera pas non plus des rares à ne jamais avoir vrillé, ni de la mère à Buffy, donc ni de Tara qu'on aime beaucoup aussi Bichette. Sinon, tous les autres ont fait au mieux des bonnes boulettes qui auraient pu mener à l'apocalypse, ou psy, au pire sont devenus un temps l'antagoniste number one du game, et risquant ainsi de provoquer l'apocalypse. Un samedi soir au bronze, quoi.
Alors, déjà, mettons-nous d'accord sur un truc. Buffy, comme tous les bazars fantastiques, c'est une métaphore de la vie, si. Et dans cette série, c'est doublement le cas puisque les personnages avancent en âge et plus le scénario laisse place à des sortes de décalage par rapport au surnaturel. Comme si soudain, tout le monde était ramené à la vraie vie, qui s'avère pas beaucoup plus tendre et franchement moins fun que la lutte contre les vampires et les forces du mal. Je te rappelle que celui qui parvient à tuer Buffy, même si ça ne dure pas très longtemps, en moins de 10 secondes et qui par rebond bute définitivement cette pauvre Tara, c'est Warren, aka l'incel rapiste en chef. Le gars, c'est une ordure de la vraie vie, muni d'une arme à feu de la vraie vie. Et de manière un peu plus subtile, il y a le banquier qui lui refuse des fonds car elle ne coche pas les cases sociales. À ce moment-là, l'héroïne risque de tout perdre, son toit, sa capacité à se nourrir et surtout sa sœur. Les services sociaux prenant d'ailleurs le relais de la finance pour menacer très concrètement la vie des protagonistes. On se souvient enfin de l'épisode le plus tragique de toutes les saisons, la mort terriblement naturelle et irrémédiable de Joyce, la mère. Tout cela fait partie des intrigues. Buffy est une super-héroïne qui vit dans le monde réel et se le prend en pleine figure au quotidien. C'est probablement cela qui l'atteint le plus, puisque le reste, elle peut le régler en une punchline et un sidekick en 2 mots. C'était d'ailleurs un peu le sens de l'épisode où, empoisonnée par un démon, elle rêve que rien de surnaturel n'existe et qu'elle invente tout cela du fin fond d'un asile depuis des années. Heureusement qu'ils nous ont pas terminé la série avec ce genre de plot twist, je te le dis tout de go, j'aurais fait un scandale. Le réel est donc sans cesse ramené sur le devant de la scène. Rien d'étonnant alors à ce que les arcs narratifs des sidekicks, en un mot, témoignent eux aussi de ces étapes de développement très humaines, de la présence de ces démons bien réels que l'on porte dans le cœur et que l'on nourrit, bouchée par bouchée, de jalousie, de peur et de regret. Commençons par les garçons, comme ça après on n'en parle plus, ça nous fera des vacances. Ah, ça va, vexez-vous pas, c'est pas contre vous, c'est juste qu'on les a adorés pour beaucoup les gars dans cette série, mais quand on y regarde de plus près, à part Oz et Clément, le démon le plus gentil du monde, ils sont pas, dans la vraie vie, on les aimerait pas tant quoi. Combien de fois Giles trahit-il Buffy parce qu'il sait mieux qu'elle, parce que c'est lui l'observateur, la figure paternelle, et qu'il a apparemment pouvoir décisionnaire sur qui elle fréquente, qui elle aime, comment et où elle doit se battre. Rappelons aussi qu'il l'abandonne, pour son bien, pense-t-il, pour la laisser voler de ses propres ailes, oui, mais au pire moment, à celui dont je te parlais tout à l'heure, où elle est aux prises avec tous les trucs d'adulte de la vraie vie qu'elle ne peut pas gérer toute seule. Le sens du timing, le gars. Mais ça, être le responsable, symbolique ou biologique, peu importe, de l'héroïne, c'est sûrement le rôle le plus difficile. Comment être le protecteur de celle qui vous protège ? C'est chaud. Poursuivons avec le statut de boyfriend, qui n'est pas beaucoup plus fastoche, avec l'insupportable Riley qu'on a subi durant toute la saison 4, clairement la pire de toutes en dehors du super épisode contre le boss final, et pendant la saison 5. Riley, c'est le premier de la classe, il est respectueux, il admire sa meuf, qui est une légende qu'il rêvait de rencontrer, il prétend qu'il est chill avec le fait qu'elle soit 1000 fois plus balèze que lui et tout, mais en vrai, on voit bien qu'au bout d'un moment, il sait pas trouver sa place. Elle est trop, et en plus, il a fait des moves un peu shady avec l'initiative. Même si au bout du compte, il prend le parti de Buffy en qui il place sa confiance, son cœur souffre de ne pas se sentir digne d'elle. Il est persuadé, sans doute un peu à raison, qu'elle l'aime beaucoup. Il la rassure par son côté marine full valeur, mais elle n'est pas croque-love. Devenu moins fort suite à un problème cardiaque, il n'est à côté d'elle qu'un simple humain, et ça brûle l'ego. C'est ce qui fait l'incroyable et discret courage d'Alex ou Xander selon si t'as regardé en VF ou en VO. Moi je suis moite-moite, j'ai commencé par l'une et j'ai terminé par l'autre.
Donc c'est une chose, ce courage-là d'Alex, qui est relevé et mis à l'honneur plusieurs fois dans la série. Le garçon a sauvé le monde, rappelle Buffy au conseil des observateurs venus critiquer le Scooby Gang. Et c'est vrai, plein de fois, dont une tout seul et personne ne l'a vu faire, c'est une ironie de qualité dans cette série. Alexander, on l'adore, notamment quand il sauve le monde de Willow et Willow d'elle-même, juste en se tenant là, avec son amitié pure, inébranlable, c'était trop chouette. On l'adore, mais il dérape souvent, le garçon. Déjà, il entretient un rapport pas très sain avec la friendzone, concept qui, je le précise, n'est absolument pas validé dans ce vaisseau. Il y maintient Willow pendant tout le début de la série et se montre extrêmement jaloux dès qu'elle s'intéresse à quelqu'un d'autre, nice, et il se considère, lui, friendzoné par Buffy, ce qui le pousse à la trahir, souvent, juste pour nuire à Angel, avec un manque de compassion pour son ami qui, en ce qui me concerne, n'aurait pas été si facilement pardonné. Cette attitude en fait souvent un bâton dans la roue de l'héroïne au lieu d'un bon adjuvant. Et venons-en aux deux gros dossiers qui le concernent, Anya et Suite, le démon de l'épisode comédie musicale. Dans cet épisode, tout le monde est condamné à dire vrai en chantant. Anya et Xander expriment donc leurs doutes quant à leur futur mariage. Bon, c'est normal, il s'agit de petits agacements du quotidien que chacun garde pour soi habituellement, sauf que là, une graine est plantée dans l'esprit d'Alex. Et lorsqu'il sera tourmenté plus tard par un démon lui donnant des visions catastrophiques de son avenir avec sa douce, il ne se fera pas prier pour les croire et abandonner la pauvrette devant l'autel. Horrible. Horrible et dangereux, puisqu'Anya, le cœur brisé, va s'empresser de reprendre sa place d'Anyanka, démone vengeresse et misandre. Je rappelle que Lago a déjà failli provoquer la fin du monde en exaucant le vœu de Cordelia, une autre sidekick quittée par Alex, qui avait souhaité par pure jalousie que jamais Buffy Summers ne soit venue à Sunnydale. Du coup, vampire numéro 1 réussit son comeback et bim, apocalypse. Mais revenons à Alexander et à son deuxième dose. Il invoque comme ça, pour la rigoulade, genre le gars n'a rien appris en 5 saisons, un démon. Alors comment le définir? Disons le génie du showbiz. Je te passe les risques et périls attenants, mais juste quand même, il y a eu des morts. En tout cas, c'est plutôt méta comme invocation pour un personnage secondaire qui restera le seul jusqu'au bout à ne pas être spécial. Ni élu, ni vampire, ni clé, ni sorcière, rien. Alex est un simple humain sans talent supernaturel. Pas étonnant que pour une fois, il ait eu envie de signer un pacte avec le diable pour enfin brûler les planches sur le devant de la scène. C'est bien de ça qu'il est question. Trouver sa place dans la vie et dans la série. Devenir adulte et exister aux côtés du premier rôle. L'apparition du personnage de Dawn, la sœur fabriquée de Buffy, est un parfait condensé de tout cela. Dawn est une cachette créée par des moines sous son enveloppe humaine. Elle est la clé qui pourrait permettre à Gloria, une déesse zinzou, d'ouvrir un portail pour retrouver sa superbe et au passage faire collapse tout l'univers. Cool. Dawn est donc par nature une menace, l'outil du mal. Mais cela donne surtout lieu à l'exploration du plus ingérable des dangers, la crise d'adolescence. Buffy est sa mère symbolique, doublement. Dawn a été créée à partir du sang de la tueuse et l'héroïne devient sa tutrice légale à la mort de leur mère. Vous noterez que le daron, on ne sait pas où il est. Et Dawn ne simplifie pas la tâche à qui que ce soit. Elle fugue et se met en danger, ment, vole, espère être une potentielle tueuse élue mais ne l'est pas, choisit Spike comme crush d'ado, faut dire que c'est un super babysitter en vrai. Bref, elle ne cause que des problèmes jusqu'à enfin gagner sa place d'héroïne secondaire, jusqu'à ce qu'enfin, aux portes d'une nouvelle apocalypse, Buffy la regarde comme la jeune fille forte et courageuse qu'elle est devenue. Être adoubé par la Queen, c'est souvent cela qui est recherché dans cette série. Or,
Quand on est une autre Queen, c'est un peu plus chaud patate en termes de confrontation. Commençons par l'autre élue, l'égale de Buffy, Faith, la Bad Slayer. Côté real life, c'est le perso qui nous cause le mieux des daddy issues et du fait que cette pauvre gosse n'ayant vécu que par des rapports de force brutaux, elle ne se sent pas du tout légitime dans l'univers acidulé de princesse Buffy. Il n'y a pas de place pour elle, pense-t-elle. Le premier rôle est déjà pris et Faith est tout sauf une figurante. Il faudra donc bien qu'elle prenne l'autre rôle, celui de l'antagoniste. Pendant longtemps, qu'elle soit ou non présente dans les épisodes, son ombre va planer sur la tueuse en poste comme l'écho menaçant de ce qu'est réellement le pouvoir qu'elle partage. Un don brutal et solitaire. Buffy est seule, comme Faith, mais elle a seulement mieux appris à porter le masque social. C'est ce masque qui reviendra fissuré après sa résurrection. C'est alors seulement que les retrouvailles pourront se faire entre les deux héroïnes, puisqu'à leur manière, chacune cherche à évacuer ce petit bout d'enfer qui les brûle de l'intérieur. Venons-en enfin à l'outsider, celle qui n'était pas écrite comme la grande rivale, la douce, discrète et au début bien petite Willow. Alors, elle aussi passe par une bonne crise de couple dans laquelle on saisit toute sa peur panique de l'abandon et son manque de maturité émotionnelle puisqu'elle veut à tout prix effacer les conflits et commet l'irréparable en manipulant l'esprit de Tara avec une plante d'oubli. Elle la garde sous son emprise et lui nie tout libre arbitre. Je vais pas le dire, mais on sait toutes et j'espère tous comment ça s'appelle ça. Son problème de la vraie vie principale à Willow, c'est l'addiction. Elle est accro à la magie, grisée par les shoots de pouvoir. Elle en veut toujours plus et ne peut plus s'arrêter. C'est cool dans la série que ça arrive à un personnage aussi doux, première de la classe, petite fille sage que Willow. Parce que l'addiction, ça tombe sur n'importe qui. Et on a trop souvent vu le cliché du type un peu bad boy de base ou de la fille fêtarde et rebelle. Ça existe, oui. C'est tout autant une maladie chez eux d'ailleurs. Mais cette représentation fictionnelle participe un peu à stigmatiser les addicts comme des mauvaises personnes, entre guillemets. En tout cas, je trouve. Là, ce n'est pas le cas. Personne ne doute de la gentillesse intrinsèque de Willow. C'est l'addiction puis le deuil qui vont la faire switcher en Dark Willow. En revanche, ce qui ressort très vite, trop vite pour ne pas être sincère, lors de son combat one-to-one contre Buffy, c'est le plaisir qu'elle tire à enfin être la plus forte. 6 years as a sideman, and now I get to be the Slayer. Plus tard, elle ajoutera que ce n'est pas une question de force, c'est une question de pouvoir. Mais elle se trompe. C'est toute la beauté de ce qui viendra la guérir, comme les autres, comme la tueuse elle-même. Buffy n'est pas l'héroïne parce que c'est la plus forte. Elle n'est pas la meilleure parce qu'elle a le pouvoir. Elle est l'élue parmi toutes les élues parce qu'elle accueille tout le monde. Parce qu'elle sait qu'elle a besoin de l'aide des autres. Je t'ai déjà parlé de l'épisode où chacun prête magiquement son pouvoir personnel, le cœur, la main, etc. pour faire de la guerrière une arme complète contre Adam. C'est ça la clé. Ils font face aux mêmes peurs, à la même pression, aux mêmes ressentiments, aux mêmes doutes. Mais comme le disait leur chanson, c'est ensemble qu'ils marchent à travers les flammes, ensemble qu'ils brûlent, ensemble qu'ils se réparent, se relèvent et se battent pour la lumière. Ce qui est super, entre autres, dans cette série, c'est l'acceptation de l'imperfection. Il n'y a aucun personnage qui juge bien longtemps un autre pour avoir dérapé, pour avoir pété les plombs, pour avoir craqué sous la pression, pour avoir fait un mauvais choix. Il y a vraiment une sorte de compréhension très douce et très solidaire entre eux, et c'est chacun leur tour que ils font une boulette, que ça va plus, etc. L'héroïne n'est absolument pas parfaite, elle non plus. Je t'en ai parlé dans le premier épisode que j'avais consacré à cette série. Bien souvent on lui reproche ses attitudes, on lui reproche même certains de ses choix, et c'est vraiment une série qui met en
scène aussi tout cela, c'est-à-dire ce que c'est que de se pardonner vraiment, pas parce qu'on est gentil et qu'on passe l'éponge, etc., mais parce qu'on se sait, parce qu'on fait face exactement aux mêmes choses, parce que ce que ça raconte, cette série-là, au-delà des monstres, etc., bah, c'est des difficultés de vie très universelles, et tous sont reliés par les mêmes choses. Il y a des maillons qui se rejoignent entre eux, et du coup, ben, pardonner l'autre, c'est aussi être en mesure de se pardonner à soi-même. Donc il y a cette idée vraiment de comprendre la difficulté de l'autre et pourquoi il ou elle a merdé à un moment donné. C'est pour ça que j'avais envie aujourd'hui de te présenter un exercice de respiration qui est bien utile justement pour évacuer la pression, par exemple. C'est vraiment quelque chose, bien sûr, qui vient jouer sur la colonne d'air, qui permet de la développer complètement et qui va du coup permettre d'éliminer, évacuer, enlever, etc. La douleur, les pensées parasites. Ça peut permettre aussi de prendre du recul en évacuant justement les pressions, les tensions qui sont ressenties sur le moment. Ça peut permettre aussi de favoriser le sommeil en évacuant, tu sais, toutes les choses qu'on appelle les ruminations, hein, quand on laisse tourner en boucle les idées sombres, négatives, etc. Bien évidemment, ça peut permettre aussi de venir préparer un événement en éliminant justement la pression, le trop-plein d'importance qu'on place peut-être dans la réussite de cet événement-là, ce qui revient un petit peu à prendre du recul. On est vraiment sur un exercice du premier degré. Je ne t'ai même pas dit comment il s'appelait. C'est l'exercice respiratoire numéro 1. Le pauvre chéri, il n'a pas de nom sympathique et imagé. On l'appelle le R1. Et c'est tout. Il a son petit camarade le R2, donc je ne t'ai pas encore parlé. Mais voilà, donc c'est un exercice assez simple, accessible, qu'on peut proposer très très rapidement dans un protocole, et qui permet donc de bien reprendre conscience de sa respiration déjà, notamment de la pression pulmonaire, mais aussi tu vas avoir de la pression de la respiration dans le nez et dans les oreilles, puisqu'on va venir pousser un petit peu, exercer un petit peu une pression dans cette zone-là. Je vais te l'expliquer juste après. C'est un exercice qu'on va surtout utiliser dans la première phase, même si on le retrouve avec le sommeil, préparer l'événement en deuxième phase d'un protocole. Pourquoi ? Parce que cet exercice-là, comme tu l'as certainement entendu, il sert beaucoup à évacuer. Donc faire sortir ce dont on ne veut plus, pour laisser la place à autre chose. C'est ce qu'on fait beaucoup dans cette première phase, c'est sortir ce dont on ne veut plus pour installer un état de calme, de sérénité, avant de pouvoir préparer les choses et de les rendre plus pérennes. Donc beaucoup dans cette première phase, et aussi on ne va pas la trouver dans certaines intentions de la deuxième phase, la phase préventive, puisque ça n'est pas un exercice qui travaille ni la confiance en soi, ni l'estime de soi. C'est quelque chose dont je t'ai parlé un peu en creux dans cet épisode, la place qu'on se donne, le regard des autres, etc. Mais ça, on ne peut pas le trouver si on n'a pas d'abord enlevé toutes les pensées parasites, tout le sentiment de pression, toutes les tensions même physiques qu'on peut ressentir. C'est seulement une fois débarrassé de ça qu'on va pouvoir venir travailler sur la confiance, puis l'estime. Donc, aujourd'hui, exercice de relaxation dynamique. Donc, c'est accessible à tout le monde. Je vais, comme d'habitude, faire mon petit disclaimer. Même si c'est un exercice qui est très simple d'accès, il n'aura quand même pas un sens incroyable aujourd'hui, puisque moi, je vais être obligée de l'animer de manière très neutre. Je ne connais ni ta situation, ni ton objectif, ni les choses qui vont te parler à toi personnellement. En principe, on inscrit ce genre d'exercice dans toute une série de séances qui sont construites vraiment comme un programme pour amener la personne à atteindre son objectif final. Donc évidemment, à prendre avec des pincettes, l'animation de ces exercices un peu hors cadre. Cependant, c'est un exercice respiratoire qui peut te faire grand bien là tout de suite sur le moment, même en dehors d'un protocole. Deuxième petit disclaimer, si on peut dire, je vais l'animer en
partant de la position debout, mais si tu ne peux pas te tenir debout, il n'y a aucune contre-indication pour que tu pratiques cet exercice assis dans ton fauteuil, si tu as un fauteuil. Fais juste bien attention de ne pas être en face d'une table, par exemple, ou de ne rien avoir en face de toi qui pourrait heurter ta tête, parce qu'on va se pencher légèrement en avant. Donc si jamais, prends garde à toi. Ça vaut aussi pour celles et ceux qui se tiendront debout pendant l'exercice. Les exercices, on va en faire un seul, ce sera bien suffisant. Vérifiez bien tout de suite que vous pouvez vous pencher en avant sans vous faire mal. Comme d'habitude, prenez le temps de vous débarrasser d'éventuels colliers, bracelets, vestes, etc. Tout ce qui pourrait vous entraver, vous gêner, faire du bruit pendant l'exercice. Essayez d'y mettre une intention qui vous parle, si c'est évacuer les tensions, les pensées parasites, si c'est tout simplement essayer de vous reconnecter avec votre respiration, ça peut être un exercice très agréable pour se calmer. Et je vais du coup t'en expliquer les consignes immédiatement parce que je ne t'en ai pas encore parlé. Donc comme souvent en sophrologie, on va faire un enchaînement qui va être répété 3 fois. La 3e fois, ce sera à ton rythme à toi. Et l'enchaînement consiste donc à placer ses pouces sur ses narines pour boucher son nez. Donc tu as vraiment tes mains de part et d'autre, si on peut dire, de ton nez. Donc mets tes doigts de manière à ce que ça ne te gêne pas. Tu peux fermer les poings si ça t'aide ou garder les doigts un petit peu ouverts vers le bas. Mais en tout cas, les pouces sur chaque narine, tu vas boucher ton nez. Comme ton nez est bouché, pour une fois n'est pas coutume, tu vas donc inspirer par la bouche. Alors très souvent, on inspire par le nez, en sophro, en yoga, en toutes circonstances de toute façon, parce que je rappelle que le nez est l'organe qui est fait pour ça, contrairement à la bouche. Donc, exceptionnellement, on inspire par le nez. La respiration va être bloquée. Pendant que tu bloqueras ta respiration, c'est là que tu vas te pencher en avant avec un peu tout le buste. Alors fais attention évidemment à ton dos, on se penche légèrement en avant. On ne demande pas de faire une figure et de finir à angle droit. Donc prends bien garde de pouvoir le faire sans te cogner quelque part parce que tu auras les yeux fermés comme c'est souvent le cas pendant l'exercice. En te penchant en avant, toujours la respiration bloquée, tu vas venir pousser un petit peu la respiration dans ton nez, comme si tu cherchais soit à te moucher, soit tu sais quand on sort de la piscine ou quand on passe sous un tunnel, qu'on cherche à se déboucher les oreilles. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, qu'on cherche justement un peu à évacuer cette pression-là. Donc normalement, tu dois sentir cette pression de l'air monter dans tes narines et dans les oreilles. Donc tu pousses légèrement, le but c'est pas de se faire mal, et quand c'est fait, tu vas relâcher les bras vers le bas, les laisser pendouiller avec le buste toujours penché vers l'avant, et tu vas souffler fort avec le nez pour relâcher justement toute cette pression. Alors, si tu es enrhumé, ne souffle pas par le nez, mon petit chat. Si tu es enrhumé, souffle par la bouche, s'il te plaît. Ça nous évitera les accidents et les saletés au sol, si possible. Ainsi que les mauvaises surprises. Donc, vois dans quel état tu te trouves à l'heure actuelle. Si tu te sens de souffler par le nez, souffle par le nez. Ça fera vraiment, c'est l'idée que je prends souvent, c'est comme si tu ouvrais tout d'un coup un robinet d'air qui te sort du nez pour évacuer tout ce qui a été retenu à cet endroit-là. Mais encore une fois, si tu le fais par la bouche, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'intention et c'est que tu aies senti cette pression et ce relâchement de la pression. Une fois l'air soufflé par le nez si possible, sinon par la bouche et les bras bien détendus, tu vas venir reprendre ta respiration naturelle et te relever tout doucement. Tu fais attention à ton dos, on ne fait pas de mouvement brusque. Et une fois redressé, comme d'habitude, on va venir prendre le temps d'écouter les ressentis du corps, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Si tu veux bien, aujourd'hui, je vais animer cet exercice justement avec l'intention d'évacuer la pression. Ce qu'on va entendre par là, c'est justement tout ce qui peut
venir coller un petit peu le trac, faire qu'on se sent avec trop sur les épaules, trop à gérer, trop d'importance mis sur la réussite d'un événement particulier, sur la multitude des responsabilités qu'on peut avoir. Je te laisserai toi mettre ce qui te correspond derrière ce terme de pression. Si tu es très chill et que tu ne ressens pas spécialement de pression en ce moment, eh bien de toute façon cet exercice te fera du bien d'un point de vue respiratoire, donc n'hésite pas à te concentrer davantage que ce que je vais indiquer moi à l'animation sur ta colonne d'air, la circulation de l'air dans ton corps, dans les poumons, dans le nez, comment tu sens la pression dans les oreilles, le relâchement de cet air, etc. Ça va te permettre d'avoir une respiration plus consciente et plus ample, ce qui n'est jamais désagréable pour passer une bonne journée par la suite. Donc je te laisse ajuster évidemment ce que je vais dire à ta situation, à toi encore une fois. Je ne peux pas faire l'exercice sur mesure puisque je ne te connais pas, je ne t'ai pas en face de moi. Mais si ça te convient selon les modalités énoncées, on va pouvoir commencer l'exercice. Je te laisse, si tu peux te tenir debout, placer tes pieds à la largeur de ton bassin, de tes hanches, plier très légèrement les genoux pour garder ton équilibre, garder la colonne vertébrale bien droite, la tête dans l'alignement de la colonne, les épaules baissées, les bras relâchés le long du corps, et si tu es prêt ou prête, tu peux fermer les yeux. Je te laisse placer tes pouces sur tes narines. Prends une longue inspiration par la bouche. Bloque ta respiration, penche ton buste en avant et viens exercer une pression avec l'air dans le nez, dans les oreilles. Fais bien monter toute cette pression dans la tête. Relâche les bras et souffle fort par le nez. Reprends ta respiration naturelle. Laisse les bras souples, détendus et relève doucement ton buste. Prends le temps d'accueillir les premières sensations dans les poumons, dans le nez, dans les oreilles. Et prends conscience de la pression de l'air dans tes poumons. Une deuxième fois, place les pouces sur ton nez pour boucher tes narines. Prends une longue inspiration par la bouche. Bloque ta respiration, penche-toi doucement en avant et fais monter toute la pression, toutes les pressions que tu ressens, pousse-les dans le nez, dans les oreilles, fais-les remonter jusque dans la tête et relâche les bras en soufflant par le nez. Relâche les bras complètement, respire naturellement et relève-toi doucement. Prends le temps de ressentir le passage de l'air des poumons jusqu'au nez. Et prends conscience de cette pression qui s'évacue progressivement. Et je te laisse faire le même enchaînement une dernière fois à ton rythme à toi. Relâche bien tout le corps. Respire à nouveau naturellement. Redresse doucement ton buste. Et concentre-toi sur tous tes ressentis dans le haut du corps, les bras, les côtes, la tête, le nez. Et prends conscience de ta capacité à évacuer la pression. L'exercice est maintenant terminé. Tu peux ouvrir les yeux.
J'espère que cet épisode t'a plu et je te dis comme d'habitude à lundi prochain et d'ici là n'oublie pas, respire, baisse tes épaules et relève le menton mon petit pompon.